Voilà, donc on vous a brièvement présenté, je vais vous représenter encore très vite. Donc Jean-François Birchel, vous êtes président du pouvoir organisateur de l'enseignement libre à Marchand-Famenne. Et vous, Bernadette de Villers, vous êtes porte-parole d'un pouvoir organisateur salésien. Alors, et je pense que ça va être un petit peu la suite du débat que nous avons eu tout à l'heure, un petit peu la conclusion. J'avais l'impression, en préparant cette séquence-ci avec vous, vous me disiez, est-ce que ces demandes, finalement, ne sont pas un peu trop modestes ? Oui, moi j'en suis convaincue. Maintenant, ce n'est pas du tout un jugement de valeur ni une critique, mais je pense vraiment qu'ils sont sages. Je pense que les adolescents devraient avoir des rêves extrêmes, un peu révolutionnaires, et je n'ai pas entendu cela. Alors, je ne leur fais aucun reproche. Je pense que c'est plutôt à nous. Nous n'avons peut-être pas su susciter dans nos écoles, en tous les cas, cette possibilité. Donc, je m'interroge. Je pense, quand je fais la référence, j'écoutais Monseigneur Coquerolles, je partage tout à fait son avis. Je pense que dans nos écoles, je réfléchis, mais je me dis, le Christ a vraiment été révolutionnaire à son époque et a été mis au banc de la société. Et je me dis que nos jeunes aujourd'hui pourraient en tous les cas vivre des rêves un peu extrêmes comme ça, et ce n'est pas du tout le cas. Et peut-être que quelque part, on devrait à un moment donné, nous, susciter ça dans nos écoles. Voilà. Oui, et la question que vous posiez, est-ce que la pierre finalement n'est pas dans notre jardin ? Mais pourquoi est-ce que nos adolescents finalement sont si raisonnables, si modestes ? Peut-être nous dire, mais comment est-ce que nous n'avons pas réussi à susciter ces questions-là ? Avant de donner la parole à Jean-François Birchel. Mais enfin, je pense que ce n'est vraiment pas simple. Les jeunes aujourd'hui, je vois dans mon école, en tous les cas salésienne, les jeunes, on a parlé de confiance tout à l'heure. On a dit il faut que les jeunes aient confiance dans les adultes, il faut que les jeunes leur fassent confiance, c'est ce que les jeunes revendiquent. Et je pense que nous devons aussi dire que nous devons tout faire pour que les jeunes prennent confiance en eux. Ce n'est pas toujours simple aujourd'hui, et donc, oui, je suis un peu perdue, excusez-moi, mais justement, un peu intimidée. Oui. Oui. Ce mot-clé, justement, la confiance, je pense que vous vouliez aussi largement y revenir. Un mot-clé pour vous, vous campiez derrière un petit personnage, vous voulez vous mettre dans la peau d'un jeune de 18 ans et vous mettiez vraiment l'accent sur cette dimension. Peut-être 2-3 réactions. D'abord, vous partagez 2 angoisses. La première, la dernière fois où je suis venu ici, c'était Linda Lemay qui se trouvait ici. La seconde angoisse, j'ai 2 directeurs d'école dans la salle, donc je sais que je dois bien me tenir et faire très attention au contenu de mes réponses. Beaucoup plus sérieusement, je pense que l'exercice qui est demandé effectivement, qui a été demandé aux jeunes, c'était de rêver. Et je pense qu'ils ont réussi l'objectif avec, et je rejoins tout à fait ce que disait Bernadette, de notre côté, on a eu l'occasion d'échanger, la frustration. Je suis content que les autres orateurs ont terminé par la recherche de sens. La frustration, j'ai envie de la partager de 2 manières, en disant que sans doute aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de vivre des rêves. Et donc, en tant que président de PO, vous voyez, le vous voyez, c'est est-ce que j'y vais aussi ou est-ce que je suis un tant soit peu réaliste? Et je trouve que pour les 10 ans du CG, qu'on doit se poser la question, en tout cas dans un tel congrès, de se dire dans quel contexte socio-économique sommes-nous. Et on ne peut pas, à mon sens, échapper à la réalité budgétaire, financière, qui demande à l'ensemble des acteurs privés, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, publics, y compris les écoles, d'être attentives localement à leurs deniers, et je n'ai aucun doute que toutes les écoles y sont, mais qu'on ne saura pas échapper à un moment donné à des restrictions et à le terme va peut-être choquer, je peux mettre les guillemets si certains se sentent mal avec, à de l'efficience. Et donc, je pense vraiment que la réalité, oui, mais à budget constant au minimum. Alors, si je reviens à votre question, je crois effectivement l'enjeu et l'espoir, je l'ai retrouvé notamment dans le discours du représentant des parents tout à l'heure,
Je voudrais, et je prends un peu mes notes là, je voudrais avoir 18 ans, car tout reste à inventer. Chaque jeune est source d'espoir, source d'avenir, source pour rompre le cours logique et implacable des choses. Et pour nous, adultes, acteurs de l'école, l'enjeu, c'est comment traduire ça dans nos écoles avec la réalité de la structure et avec la réalité des moyens budgétaires qui sont ceux-là. Alors, j'aimerais aussi faire le lien de sens avec la foi. Moi, j'ai eu la chance de trouver une superbe citation de Dominique Collin. Le commandement de l'amour du prochain demande à l'homme un peu de cette vie qu'il a reçue du Samaritain vers un autre. Ainsi va le courant de vie et d'amour entre les humains. Il se déverse de cœurs en cœurs, car nous sommes tous à un moment de la vie un Samaritain ou un blessé de la route. Et je trouve que c'est ça tout l'enjeu, je trouve, dans nos écoles. On en trouve des bras cassés ou des plus ou moins cassés, ou à des moments dans leur parcours scolaire, mais avec tout le poids du reste de leur vie, avec des parents qui sont ce qu'ils sont, on pourra sans doute y revenir. Mais l'enjeu, c'est comment l'école hérite-t-elle de cela et que sait-elle en faire à un moment donné. Alors, aussi quelque chose qui m'avait marqué dans votre préparation, vous disiez ceci, par rapport aussi au rôle des profs, que les profs peuvent parfois avoir un effet magique sur certains jeunes. Je crois que c'était assez fort comme citation. J'ai envie de citer à nouveau Adjal Habib, c'est tiré d'un bouquin du CG que j'ai piqué il y a un an ou deux. Adjal Habib, donc journaliste à la RTBF. Mais... Oui, bien connu de tout le monde. Donc, j'ai appris chez un de mes enseignants l'écriture de BD, la rédaction d'articles de journal, la gorge sèche et le trac des histoires racontées devant la classe. Il poussait chacun à utiliser le meilleur de soi. Tout enseignant se rend-il compte du pouvoir qu'il a, positif ou négatif, et de ce qu'il représente pour les élèves. Il faisait des cours avec des dias, c'était pas hier, ramenait d'Inde ou d'île de Pâques. Il a initié la petite maghrébine que j'étais à la découverte. Et le soir, je regardais les avions en me disant qu'un jour je partirais. Et dit Roupeau, excusez-moi de le citer dans un monde catholique, mais et ça ne rejoint en rien mes convictions personnelles. Il disait la même chose, qu'il a eu la chance sur son parcours, et on voit où il est arrivé, de rencontrer des profs qui à tout instant étaient là comme des éclaireurs sur son chemin et pour le pousser et l'élever, vraiment. Oui. Et l'élever là où je crois des parents aujourd'hui sont souvent vachement défaillants. Et Bernadette de Villers, justement, vous dites, pour un prof, il faut être convaincant si on ne veut pas être vaincu. Tout à fait. Mais ça, c'est plutôt au niveau de l'autorité. Je pense qu'aujourd'hui, l'autorité n'est pas reconnue simplement en annonçant sa fonction. L'autorité, elle doit se gagner au quotidien, sur le terrain, en travaillant avec les jeunes. Alors, on parlait des enseignants par rapport aux jeunes. La première chose, c'est d'avoir un regard d'espérance. Je dis souvent avoir la petite lumière dans le regard qui fait que le jeune sent qu'on croit en lui, qu'on l'accepte comme il est et qu'il va faire un bout de chemin. À partir de ce moment-là, on peut ouvrir beaucoup de portes et on peut progresser. Alors, je pense que l'objectif, c'est bien sûr, les jeunes l'ont souligné tout à l'heure, d'avoir un plus grand nombre de réussites parmi nos élèves. Je pense qu'il faut viser la réussite de chaque élève, vraiment, mais ça nécessite un engagement énorme de l'enseignant. Mais c'est tout à fait réalisable sur le terrain. Et alors, justement, je rebondis vers vous. On dit aussi, voilà, s'il est plus difficile d'être un jeune aujourd'hui, il est également plus difficile d'être un enseignant. Je crois vraiment que c'était plus facile dans les années 80 d'être prof, parce que les jeunes étaient ce qu'ils étaient à l'époque. Oui. Et sans être un nostalgique de papa, je veux dire, on doit vivre avec notre temps. Mais dimanche dernier, une enseignante me disait « J'ai pleuré tout mon dimanche parce que je dois rattaquer la classe demain. » Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour certains profs, c'est dur aujourd'hui. Et donc, quand on voit le taux d'absentéisme dès le début d'année, je pense qu'il y a là des signaux et des indicateurs qui prouvent qu'à un moment donné, c'est un boulot. Je ne parle pas des profs qui tirent au flanc, etc. Je parle des vraies douleurs dans le parcours de vie et dans le parcours professionnel des profs. D'où la difficulté, jeunes profs, etc. Et le lourd travail que les directeurs essayent ou mènent dans certaines écoles pour essayer de fidéliser, j'ai envie de dire, fidéliser l'enseignant qui s'essaye dans des classes, qui se fait chahuter et qui a besoin d'un parrain, qui a besoin
d'être épaulé pour qu'on lui dise en gros tu restes, tu ne files pas dans le secteur bancaire, tu ne files pas ailleurs, là où on pourrait te payer peut-être mieux, mais où tu ne vas pas réaliser ta passion. La présence préventive de l'adulte est importante. Je pense que si les adultes vivent avec les jeunes, partagent une cour de récréation, font des activités avec eux en dehors de l'école, ça règle toute une partie du disciplinaire. Il y a beaucoup moins de problèmes relationnels parce que l'enseignant est reconnu, bien sûr, dans ses compétences, mais aussi dans toutes ses valeurs humaines. Je pense que ça, c'est vraiment très important dans nos écoles. Pour enchaîner, mais vraiment dans le même sens, je crois vraiment qu'il y a intérêt à ce que l'école fasse bloc. Quand je dis l'école, c'est l'ensemble des acteurs de l'école qui puissent partager un projet commun. Et quand on dit l'ensemble des acteurs, on devrait y associer aussi les parents. Et on sait que certains parents s'y investissent, mais on sait aussi combien, j'entendais dans le discours des jeunes, de multiplier les rencontres, etc. On sait déjà combien dans le nombre de rencontres d'aujourd'hui, il est difficile, pour plein de raisons et sans aucun jugement de valeur. Si je suis ici, c'est uniquement en tant que parent, mais combien il y a des parents qui n'osent pas, qui n'y vont pas, qui ne sont pas derrière. Je suis sûr que derrière les 5-6 jeunes qu'on a entendus aujourd'hui, les parents étaient derrière ou sont derrière. Ils ont porté ces jeunes pour les amener où ils étaient aujourd'hui. Bernadette de Villers, par rapport aux parents, justement? Mais je pense que c'est vrai que beaucoup de parents ont ce regard d'espérance et d'amour dans leur enfant. Ceux qui ne l'ont pas, c'est l'école qui doit l'apporter. Et ça, ce n'est pas facile, parce qu'à partir du moment où on l'a accordé, on doit aller jusqu'au bout, on ne peut pas le retirer. Et parfois, c'est vrai qu'on entre dans une aventure avec des jeunes, et puis quand ça pose certains problèmes, c'est difficile parfois d'aller jusqu'au bout. Et je comprends que certains enseignants démissionnent, abandonnent, mais je pense que quand on a vraiment ce regard d'espérance et d'amour, on peut vraiment construire, on y arrive. Et l'émerveillement aussi, vous y faisiez allusion. Oui, mais j'aimerais avoir votre question, excusez-moi, hein, je suis un peu indiscipliné. Je crois vraiment que tous les parents rêvent de bonheur pour leurs enfants. Maintenant, l'enjeu, à un moment donné, c'est dans quel cadre. Et on revient sur ce que disait le jeune, et le cadre, ça peut souvent être un cadre différent du modèle éducatif que le ou les parents ont donné. Et donc, comment ce jeune rentre-t-il dans nos écoles par rapport à des règles, des règlements, un fonctionnement, alors que dans sa vie de famille, il n'a pas reçu ces mêmes règles. Et à nouveau, c'est sans jugement. Je pense que dans les années 80, il y a plus d'adéquation entre les deux. Et donc, l'enjeu pour l'école, à nouveau, sans être le nostalgique de papa, ça ne sert à rien. C'est de se dire comment aujourd'hui, avec cette donnée-là, peut-on faire entrer le jeune dans l'école malgré tout. Et ce n'est pas gagné d'avance et facilement. Alors pour revenir à votre question, effectivement, l'enjeu, c'est l'émerveillement. Ça revient effectivement l'effet magique que peut avoir un enseignant, parce que, je veux dire, en tant que parent, j'entends tous les jours mes enfants qui disent « Ah, celui-là, il est génial ». Mais je veux dire, ça c'est dans les tripes de l'enseignant. Il n'y en a aucun problème d'autorité, aucun problème de rien. Ils sont là et tout fonctionne. Comme dans tous nos métiers. Dans tous nos métiers, il y en a de ceux qui sont brillants, qui disent c'est par là qu'on va et tout le monde suit, quel que soit le jeune. J'ai envie de citer quelqu'un de bien connu, je pense, qui est un enseignant de Molenbeek. C'est peut-être ça l'appel du pied, hein. Je ne comprends peut-être pas tout à fait. C'est Pirard, j'oublie son prénom. Oui, tout à fait. Voilà, c'était cette référence-là. Qui a pondu donc qui enseigne dans le professionnel et dans le technique, ancien cadre supérieur, avion, la bourse, enfin, ce genre de situation financière. Il gagnait plus en un jour qu'en un mois d'enseignement. Et ce gars dit à un moment donné, j'ai abandonné ce métier, mais il a 2-3 citations extraordinaires. Je retombe dessus. Sommes-nous conscients, en parlant des enseignants, que nous sommes assis sur des mines de diamants bruts qui ne demandent qu'à être polis et taillés pour briller? Et toujours lui, j'exerce depuis 1 an le plus beau métier du monde. J'ai vécu durant cette année, c'était sa première année d'enseignement, certains des moments les plus bouleversants et les plus riches de ma vie. C'est vrai qu'il avait aussi sûrement un sacré bagage à faire partager à 40-45 ans, après avoir bourlingué à travers le monde dans les métiers, dans le cœur économique de la vie des entreprises. Et donc ça aide aussi à faire passer des messages. Des mines de diamants, c'est marquant. Hein. Mais
je pense que chaque jeune est une mine de diamants et la pédagogie salésienne répond bien. Je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Jean-François. Je suis convaincue, moi, qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de résultats avec tous les jeunes, avec une pédagogie toute simple. La présence adulte, la confiance, croire en eux et en vivant ça avec eux, en témoignant de ça tous les jours et en leur expliquant que tout ce qu'on fait ensemble, ça a des liens avec les valeurs de l'Évangile. Et je pense que si on peut faire ça, et c'est pas très compliqué si on le fait avec conviction, eh bien on obtient de magnifiques résultats. Je crois pas avoir dit autre chose, mais c'est très bien. Mais et justement, par rapport aux valeurs de l'Évangile, je pense que c'était aussi un point que vous vouliez aborder. Est-ce qu'on peut parler de foi dans les écoles? Oui, en fait, quand j'écoute le message salésien, c'est nous dire on doit tous devenir des saints, ça doit être notre but. Et je pense que la foi, c'est pas l'horizon, c'est pas dans notre cœur, c'est sur le chemin. Et pour devenir un saint, on ne doit pas l'être, on doit se mettre en route. Ça, c'est vraiment ce que je crois. Et alors aussi, c'est intéressant, c'est la dimension de se sentir aimé et reconnu. Oui, c'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont du mal à apprendre rien que par eux-mêmes. Ils ont besoin d'avoir une validation affective des enseignants. Donc quand un enseignant dit « tu sais ce que tu as fait là, c'est très bien, ça me plaît », ça leur fait un bien fou. C'est le meilleur moteur pour progresser. Et donc, ils ont du mal à travailler rien que pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Ils ont vraiment besoin de nous. Je pense qu'aujourd'hui, chaque enseignant devrait devenir un coach et encadrer les jeunes. Et je pense qu'il ne faut pas les emmener là où nous voulons, mais là où eux veulent, c'est-à-dire réaliser leurs propres rêves. Mais ce n'est pas simple, mais c'est réalisable. Chaque enseignant un coach. Prenons le temps de réfléchir à notre cœur de métier. Qu'est-ce que je cherche lorsque je prends chaque jour le chemin de l'école pour y retrouver mes élèves, mes collègues? C'est ce qu'écrivait un des directeurs de marche à ses enseignants en ce début d'année. Et tout l'enjeu, c'est celui-là. Qu'allons-nous transmettre à ces jeunes? Je pense qu'un enseignant qui est bien dans sa peau aussi parviendra à vraiment être ce coach, à un moment donné, dont vous parlez. Maintenant, un enseignant, il a aussi une âme ou une vie, y compris une vie personnelle, avec tout ce que ça peut avoir exactement aussi, comme dans la vie de tous les parents. Et donc, c'est ça aussi que par moment, il faut porter avec des réalités qui fait qu'il peut plus ou moins porter des jeunes. Mais la difficulté, c'est toujours la limite à trouver entre le prof copain et c'est une limite très floue. Est-ce que j'ose aller plus loin ou pas? Et je reviens sur ce que tu disais tantôt, au niveau de l'autorité, jusqu'où est-ce que je concède des choses dans ce jeu entre le rapprochement des élèves et l'autorité? J'ai aucune recette évidemment par rapport à ça. C'est chaque prof qui doit trouver cet équilibre-là et je pense que c'est un équilibre vachement complexe à trouver. Bernadette de Villers? Oui, c'est pas évident. Moi, je me rends compte quand même que pour beaucoup d'enseignants, ça vient spontanément et naturellement. D'autres ont plus de mal, mais la majorité, ça vient spontanément. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas s'intéresser qu'à ces cours. Alors, c'est vrai que dans une école technique et professionnelle comme la mienne, quand un professeur de cours généraux vient voir à l'atelier ce que les élèves savent faire, alors un jeune qui a peut-être beaucoup de difficultés en mathématiques, mais qui réalise des choses magnifiques en imprimerie, comme les affiches qui sont dans le hall ici, qui ont été réalisées par mes élèves, mais c'est vrai que quand le professeur de mathématiques découvre ça, félicite l'élève, je vous assure, l'élève réagit tout autrement en classe après. Et le professeur est vu différemment par le jeune. Et bon, je pense que c'est très, très, très important. Et les jeunes l'ont souligné tout à l'heure, de voir le professeur en dehors de leurs heures de cours et faire des activités avec eux, extrascolaires ou même dans l'école. Mais voilà, je pense qu'on pousse. J'ai un sous-directeur formidable, je l'appelle le guide. Quand un enseignant nouveau entre dans l'école, la première chose qu'on fait, c'est lui faire visiter toute l'école. Que ce soit un professeur de français, d'histoire, il découvre comme ça l'école dans laquelle il entre, se rend compte un petit peu dans le milieu dans lequel il arrive et s'intéresse évidemment à d'autres cours que le sien. Mais voilà, je pense que la limite se trouve naturellement entre les jeunes et les enseignants. Oui, et j'imagine que c'est là-dessus que vous vouliez rebondir aussi, c'est une implication forte des acteurs de l'école.
Oui. Tout l'enjeu, c'est quelle ouverture de l'école par rapport au monde extérieur. Je crois important vraiment que les écoles puissent fonctionner avec les structures qui l'entourent. On peut appeler les CTA de notre réseau ou d'autres. On peut également penser à toute une série d'autres acteurs en dehors. J'observe au sein de l'IPIEC, dans un autre cadre, combien l'ouverture à l'IFAPME ou à d'autres acteurs peut parfois crisper. Pourtant, je pense qu'à un moment donné, il y a bien des rapprochements, des synergies, que ce soit en termes de moyens ou d'idées pédagogiques qu'il faut et qu'il va falloir à un moment donné, je pense, réaliser. Je pense aussi à un moment donné que, et j'aimerais revenir sur un point qui a été abordé par les premiers orateurs et par les jeunes, sur le point de l'arbitraire à un moment donné. Je pense que, sans vouloir être rabat-joie, je pense que notre société d'aujourd'hui, elle est pleine d'arbitraire. Le marché de l'emploi est plein de discrimination, etc. Et donc, tout l'enjeu dans le chef des enseignants, tous les jours, des éducateurs et des directeurs d'école, c'est comment faire en sorte que l'on soit méfiant par rapport à soi-même, par nos propres impressions, par notre propre feeling dans une relation. Quel contrôle a-t-on pour ne pas qu'on entende ce qu'on a entendu et pour que les jeunes se sentent traités d'égal à égal comme l'ensemble des autres, quels que soient les points, quelle que soit l'attitude, quel que soit le comportement. Et je trouve que là, il y a vraiment un enjeu. Avec, je pense, des attitudes fermes à avoir par moment. Un enseignant, c'est du vécu, qui a des propos racistes à un moment donné, doit être cadré. Et nous avons eu la chance à Marche l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'il était temporaire, ou en tout cas dans des conditions qui nous l'ont permises. C'est de dire, on ne le reprend pas. Et donc, c'est vraiment ça, à un moment donné, c'est trouver cet équilibre. En sachant que sur ce point-là, on a évidemment, il y a, à mon avis, peu de personnes qui sauront dire qu'on a beaucoup de, sauf peut-être la représentante syndicale, pardon, on n'a pas beaucoup de leviers par rapport à ça, pour travailler sur les ressources humaines au sein de l'école, en tout cas sur ce point. C'est vraiment un travail, vous parliez de coaching tantôt, mais c'est le coaching inverse, c'est le coaching du directeur d'école au quotidien, sans armes, uniquement par le dialogue, par la conviction, par le dire, tiens, viens par ici, c'est par là qu'on va, parce que les leviers d'action autres sont pas évidents. Maintenant, je crois que le directeur d'école, et je crois qu'on a la chance de le mesurer dans l'enseignement libre, ils sont souvent ces moteurs avec la responsabilité et l'autonomie qu'ils ont, peut-être la même que celle que les jeunes demandent. Et je crois que ça donne aussi, par rapport à d'autres réseaux, de sacrés atouts. Mais c'est vrai que de manière plus générale, vous avez raison, c'est comment l'école doit-elle rester ouverte à un moment donné, y compris ouverte aux parents et à tous les parents. Et là, la réponse n'est pas facile, et y compris par rapport aux parents qui ne franchissent pas nos portes. C'est comment, à un moment donné, aller les chercher à un moment donné, pour qu'ils essayent de mettre un pas dans l'école. Voilà. On va tout doucement arriver au terme de cet entretien. Peut-être un mot de conclusion pour chacun? Mais moi, j'ai envie de dire que l'enseignement catholique sommeille. On est le réseau, j'ai envie de dire, le plus fort, le meilleur au niveau rapport qualité-prix. Et quelque part, alors qu'on est très fort, on n'ose pas, je dirais, mettre en valeur les valeurs d'Évangile. Et ce qui ferait la différence par rapport aux autres écoles. Alors je me dis, pourquoi? Peut-être parce qu'on a voulu garder les choses en l'état, mais j'ai envie de dire, réveillons-nous. Rappelons le message vraiment du Christ qui était de dire « Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés » et essayons de le mettre en œuvre au quotidien en témoignant auprès des jeunes. Voilà. Jean-François Birchal, un mot de conclusion? C'est une sacrée citation, je ne sais pas comment je vais enchaîner. Surtout que je pensais enchaîner par une logique économique. Donc vous imaginez, Monseigneur, excusez-moi. Le système économique est à réinventer, vraiment. Compte faire Tim Jackson pour ceux qui suivent, ou encore un excellent livre d'Emmanuel Faber, c'est le numéro 2 du groupe Danone, donc c'est pas un gauchiste attardé. L'entreprise est au service de l'altérité. C'est ce qui donne à l'économie son fondement social. De ce point de vue, une décision économique qui ne prendrait pas en compte sa dimension sociale serait une barbarie. Une action sociale qui ne tiendrait pas compte de sa dimension économique serait une utopie.
On a opposé social et économique, mais ils sont deux facettes d'une seule et même réalité. La frontière entre les deux passe au cœur de notre conscience et nulle part ailleurs. Et mon mot de conclusion, en lien avec le thème d'aujourd'hui et notre intervention de pouvoir organisateur, c'est donc vraiment qu'il y a plus que jamais besoin de vous, chers jeunes, les 6 qui sont brillamment illustrés tantôt, mais tous les autres, pour porter un autre modèle. Un modèle qui allie économie et vie en société. Mais tout l'enjeu est vraiment de dire on est au sein d'un changement de paradigme. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cet entretien et je pense qu'on peut vous applaudir.